Montée des couleurs à la Tour de l'Afrique, symbole de l'unité du panafricanisme. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué le combat des pères fondateurs de l'Union africaine. Il a aussi rappelé la vision des 3 chefs d'État de l'AES à bâtir un espace confédéral plus fort. Bal de costume traditionnel de l'ERTM, l'esplanade du CICB était transformée en un temple des grandes civilisations. La culture malienne dans toute sa diversité a été magnifiée, de la gastronomie au défilé en passant par la lutte traditionnelle. Bref, c'est le Mali en miniature qui était représenté avec la participation des communautés de l'AES. Nous consacrerons une large page à la culture. Dans le grand format de cette édition, nous irons à la découverte de la mare sacrée de Kola, une mare qui rejette les tissus noirs et autres objets, que ce soit de l'argent ou autre. Les poissons comme les silures, les carpes y sont capturés lors d'une pêche collective appelée Blamo. Agali Agissa nous dira les interdits et les avantages de cette pratique ancestrale. Voilà les titres de votre journal de 20h. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le 25 mai et c'est la journée de l'Afrique. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé ce matin la cérémonie de montée des couleurs. C'était en présence des membres du gouvernement des différentes communautés africaines vivant au Mali. Le chef du gouvernement a reconnu et salué le combat des pères fondateurs de l'Union africaine, dont le président Feu Modibo Keïta, avant de rappeler les défis énormes à surmonter. Pour le Premier ministre, aujourd'hui, c'est un combat contre l'oppression, contre la manipulation, un combat pour la dignité que mènent les chefs d'État de la Confédération de l'AES. Mamari Kone et Aliou Touré ont assisté à la cérémonie de montée des couleurs. La Tour de l'Afrique en ce 25 mai 2025 reçoit les communautés africaines vivant au Mali. La commémoration de la journée de l'Afrique est un moment de souvenir et de communion pour tous les Africains. Exécution des hymnes de l'Union africaine et du Mali, le Premier ministre chef du gouvernement préside la cérémonie de montée des couleurs. Le général de division Abdoulaye Maïga salue ensuite les membres du gouvernement, les ambassadeurs des pays africains accrédités au Mali ainsi que les communautés africaines vivant au Mali. La célébration de la journée de l'Afrique est l'occasion de rendre hommage au père fondateur de l'Union africaine dont le président Feu Modibo Keïta. En venant ici ce matin, c'est avec une grande satisfaction, bien entendu, que nous voyons les Africains venant de différents pays célébrer avec nous cette journée très, très importante. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je voudrais les remercier pour cet élan de solidarité. Et ceci dit, l'engagement du Mali pour l'unité africaine a toujours été constant. Et ceci se traduit par les efforts fournis par notre premier président, le président Modibo Keïta. Ensuite, dans notre constitution, je pense que le Mali a toujours démontré qu'il est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté au profit pour réaliser l'unité africaine. Et ceci mérite d'être salué et mérite d'être révélé aujourd'hui. L'édition 2025 de la Journée de l'Afrique a pour thème la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers des réparations. Il s'agit notamment des réparations pour crimes commis durant les périodes d'esclavage et de colonisation contre des dizaines de millions d'Africains. 62 ans après, la question qui mérite d'être posée, est-ce que les crimes ont réellement disparu? Je pense que nous parlons de plus en plus de néocolonisation, de terrorisme sponsorisé.
de dégradation manipulée des termes de l'échange, parlant du domaine économique, etc. Je pense qu'on peut faire le constat que la menace demeure, que le crime n'a fondamentalement pas changé. Les formes ont évolué, il faut le reconnaître. Bien entendu, aujourd'hui, les chaînes sont quasiment invisibles, mais les chaînes existent toujours. Mais l'objectif est le même, dominer l'Afrique et nous asservir. Je pense que la réponse donnée par les leaders de la Confédération des États du Sahel, à savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération AES, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, est de réclamer la réparation. Mais ce combat se poursuit simultanément avec la résistance et l'engagement ferme pour la conquête d'une véritable souveraineté au profit de nos pays. La célébration de cette année intervient au moment où les pays de la Confédération des États du Sahel se battent pour le mieux-être des populations de l'espace. La Confédération propose ainsi une nouvelle forme de coopération souverainiste et sécuritaire. Ce combat pour la dignité de notre continent et ce combat pour notre souveraineté véritable, aujourd'hui est porté véritablement par les peuples de la Confédération AES. C'est vraiment une journée de commémoration, une journée pour célébrer l'unité de l'Afrique, mais il est important de rappeler que cette commémoration est également une occasion pour rappeler que les défis sont énormes, que les défis sont nombreux et que pour faire face à ces difficultés, il faut impérativement et nécessairement un engagement véritable, une lutte véritable, une résistance farouche contre l'oppresseur, contre la manipulation et contre l'asservissement de notre continent et de notre peuple. C'est un combat pour la dignité. Encore une fois, c'est l'occasion pour saluer et reconnaître le combat des pères fondateurs de l'OUA, devenu aujourd'hui l'Union africaine. Mais c'est également une occasion de saluer et de reconnaître le combat et la détermination des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. 62 ans après le 25 mai 1963, date de création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue aujourd'hui Union africaine UA, l'Afrique est toujours à la quête de sa souveraineté. La Confédération de l'AES a déjà montré la voie. Et juste après cette cérémonie de montée des couleurs, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a organisé une visite guidée des étudiants dans les locaux de la Tour de l'Afrique. Ces jeunes qui constituent l'avenir de demain ont eu droit à des explications sur le parcours des pères des indépendances. Pour plus de précision, écoutons le secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, Mahamadou Koumbuna Diarra, au micro de Djema Moussa Konati. Nous sommes réunis ce matin à la Tour de l'Afrique dans le cadre de la célébration de la Journée de l'Afrique. Le temps a été donné ce matin par le Premier ministre, le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, en présence des membres du gouvernement à travers la montée des couleurs. Donc nous sommes sur le point de donner le top de départ d'une des activités phares de cette journée, qui est le parcours panafricain. Au nom du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Dafé, je donne le top départ de ce circuit qui doit passer par l'avenue de l'OIA, en passant par la place de l'Indépendance. Une escale est prévue au mémorial Modibo Keïta et le circuit prend fin ici au niveau de la Tour de l'Afrique. Ce parcours panafricain a pour symbolique de montrer en tout cas l'histoire de l'Afrique à toutes les communautés qui sont réunies ici aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie toutes ces communautés qui sont là pour magnifier l'unité africaine, et cela se passe devant un maillon très important de cette unité-là qui est la Tour de l'Afrique. Donc ce parcours a surtout pour but de faire découvrir aux élèves et étudiants les sites historiques de la ville de Bamako, leur expliquer l'histoire des pères de notre indépendance. Fin
Fin des journées d'échange sur la gestion des magasinages et des dépôts en douane sur les marchandises en transit au port autonome de Dakar. Plusieurs préoccupations ont été abordées lors de cette rencontre. Il s'agit du nombre élevé des intermédiaires, les droits de transit, les procédures de contrôle des marchandises et la gestion des conteneurs. Le reportage de Mamadou Fani. Au terme des 3 jours de travaux, le Conseil malien des chargeurs et les autorités portières du Sénégal ont convenu de renforcer et de fluidifier le corridor Dakar-Bamako. Un guichet unique d'enlèvement des marchandises du Mali sera mis en place et des tarifs préférentiels seront instaurés à cet effet. Nous sommes venus à Bamako avec humilité et responsabilité pour écouter vos préoccupations et agir ensemble, car les problématiques que vous soulevez, surestarie, frais de magasinage, retard dans la prise en charge des formalités administratives ne sont pas une fatalité. Ils sont le reflet de dysfonctionnements que nous pouvons résoudre, que nous pouvons surmonter. Le port de Dakar s'engage à veiller à une clarification des procédures pour les rendre accessibles à tous, travailler en bonne intelligence avec les parties prenantes à une simplification des démarches via le guichet unique portuaire, un outil conçu pour gagner du temps et de la transparence. Fluidifier les opérations physiques en renforçant la coordination entre douanes, manutentionnaires, armateurs et vous, les chargeurs. Les procédures douanières, l'amélioration du suivi électronique des opérations portières, le développement d'une plateforme logistique moderne, entre autres, sont des recommandations issues de ces échanges. Le but recherché, c'est de faire de sorte qu'on puisse vraiment fluidifier vraiment le corridor Bamako-Dakar, Dakar-Bamako, parce que c'est un axe par lequel transite une grande partie des marchandises de la République du Mali. Donc pour cela, les magasinages, les surestarés et les dépôts de douane ne font qu'augmenter pour le consommateur malien le prix sur le marché. Donc c'est un exercice tellement important qu'il faut trouver une solution parce qu'au début et à la fin, c'est des incompréhensions qui font que des histoires de magasinage naissent. Les deux parties ont ensuite signé le rapport final de la rencontre, de densifier leur collaboration. Vous le savez certainement, la confédérale, l'hymne de l'AES, a été présentée aux 3 chefs d'État. Il est le fruit du travail des experts des 10 pays. Les experts du Niger de retour sont allés faire le compte-rendu du travail au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Le reportage de Lawali Moutari, Malaïsara et Yazir Abiou de la télévision nigérienne. Il s'est agi lors de cette audience pour les membres du comité chargé de l'hymne national de rendre compte au président de la République, chef de l'État, de la participation des experts nigériens à Bamako au Mali, aux côtés des comités maliens et burkinabés lors de l'élaboration et du choix de l'hymne de la Confédération des États du Sahel, dénommée la Confédérale. Cette rencontre de Bamako consistait bien évidemment à voir comment on peut mettre ensemble des voix, des intelligences, mais aussi surtout, donc n'est-ce pas, une vision. Cette vision, c'est celle d'un Sahel retrouvé, un Sahel conquérant, un Sahel bien sûr décidé, donc n'est-ce pas, à se reconstruire, mais aussi surtout assurer donc n'est-ce pas sa souveraineté dans le respect et la paix. Après donc la validation de son logo en décembre 2024, la Confédération des États du Sahel vient de se doter d'un hymne, 2 outils fondamentaux pour son image, son identité et surtout sa visibilité. Il est enfin à noter que l'audience s'est déroulée en présence des plus hautes autorités de la refondation.
Une délégation du Burkina Faso était à Saint-Pétersbourg, en Russie, où elle a pris part aux travaux du 11e congrès écologique tenu les 22 et 23 mai. Entre panels et rencontres B2B, les panélistes ont insisté sur l'urgence de préserver l'environnement. On fait le point avec Karim Binkenga. Cette session plénière clôt le 11e congrès écologique international Nevsky, ici à Saint-Pétersbourg. Après 48 heures d'échanges entre autorités gouvernementales et défenseurs de la diversité biologique, l'heure est au bilan. Les congressistes sont unanimes, il faut agir et maintenant en faveur de l'environnement. La délégation burkinabé, quant à elle, repart inspirée de l'expérience des autres pays, dont la Russie. Ici à Saint-Pétersbourg, nous avons fait un tour sur la rivière, elle est bien aménagée et cela nous rappelle et nous engage à prendre des initiatives pour que les barrages 1, 2, 3 de la commune de Ouagadougou soient aménagés à l'image de ce que nous avons vu à Saint-Pétersbourg et nous allons poursuivre les échanges avec la représentation diplomatique pour que cela voie le jour. Le dernier acte du ministre Barrot à ce rendez-vous écologique de Saint-Pétersbourg, une plantation d'arbres aux côtés d'autres représentants du gouvernement. Et le chef du département en charge de l'environnement de se dire réconforté et plus que jamais déterminé à mettre en place 45 bosquets de plantes médicinales en 2025, conformément à la vision du président du Faso. Pèlerinage 2025, le premier convoi des pèlerins de la filière gouvernementale a quitté ce dimanche Médine pour la Mecque. Les pèlerins ont pris l'Iram ou Zuleifa. L'Iram qui consacre l'état de sacralisation est un vêtement constitué de 2 pièces d'étoffe blanche non cousue que le pèlerin porte tout en s'abstenant de couvrir l'épaule droite, comme vous le constatez sur ces images. Les femmes ont le droit de porter des habits couvrant tout le corps, mais elles ne doivent pas couvrir leurs mains et leur visage. Après avoir pris l'Iram, les pèlerins ont accompli 2 unités de prière avant d'embarquer dans le bus les transportant à la Mecque. Les pèlerins ont pris l'Iram à Zuleifa et le Mali compte cette année. Et à présent, nous ouvrons une large page consacrée à la culture. Le RTM et son public étaient en fête hier soir au Centre international des conférences de Bamako pour le bal de costumes traditionnels. Et pour la réussite de cet événement, des partenaires ont cru à cette initiative et accompagnent l'ORTM depuis des années. Ils étaient aussi là avec des produits made in Mali. Pour eux, cet espace est un cadre de promotion de la culture, mais pas que, car des contacts ont été noués et de bonnes affaires aussi. Le reportage de Ibrahim Kaoukounati. Initié depuis des décennies par l'ORTM, le bal de costumes traditionnels participe à la promotion et à la valorisation de notre diversité culturelle. Fort de ce constat, ce projet culturel est soutenu par des partenaires traditionnels, à savoir le Centre de développement de l'artisanat textile, CDAT, l'Agence malienne de presse et de publicité, la MAP, l'Agence d'événementiel Prestige Consulting, ainsi que Mali Finéou. Mali Finéou est là ce soir parce que c'est pour accompagner l'ORTM sur le bal de costumes qui fait chaque année. C'est pour le rehausser l'éclat de cet événement. Le Mali Finéou a fait des stands où les membres de Mali Finéou sont là, avec leurs compétences et avec leur savoir-faire. Pour qu'ils connaissent ce que le CDAT fait,
les CAT travaillent sur les tissus. Et si l'ORTM veut organiser un événement pour revaloriser nos tissus, il va de soi que le CDAT soit en tout cas de commun accord avec l'ORTM. Ici, nous exposons des tissus de plusieurs variétés, de plusieurs ethnies aussi. Et aussi, vous savez, quand on est à la tête d'une structure comme ça et que tout le monde sait que le Mali, vraiment, c'est un pays de culture et c'est un pays de coton. Et aussi, à travers notre culture, nous faisons des recherches. Nous cherchons des anciens tissus que nous cherchons à reproduire textuellement et aussi à imiter encore. Donc nous avons plusieurs de ces variétés, ces tissus ici. Nous sommes partenaires avec la soirée traditionnelle. Comme vous le savez, le soir est le quotidien national. Et nous sommes aussi une bibliothèque en termes d'archivage ici au Mali, avec l'histoire entière du Mali en images. Et aujourd'hui, nous vous proposons aussi la diffusion de ces images-là sur l'écran. Le bal de costume traditionnel est un espace de représentation et d'expression des différents aspects matériels, artistiques, créatifs, symboles de la richesse culturelle malienne. Voici les perles du Mali comme ça. Ça, c'est le Mali aussi. Voilà, c'est le Mali comme ça. Voilà, ça aussi, c'est le Mali. Tout ça, c'est le Mali. Bon, tout ça, c'est moi qui fabrique tout ça. Tout ce qui est la logistique voilà, de cet événement, nous nous chargeons de ça. Et en collaboration avec l'ORTM pour la bonne marche des choses, pour le bien-être également de cette belle soirée qui reste dans les annales, bien sûr, de Maliens chaque année. Parmi les partenaires de ce rendez-vous majeur, inscrit dans l'agenda culturel de notre pays, on peut citer aussi Canal+, Coris Bank, ainsi que les forces de l'ordre. Voilà, l'ORTM et son public étaient en fête hier soir. Voilà, le bal de costume traditionnel a drainé des milliers de personnes venues magnifier la culture malienne à travers ce qu'ils ont de plus attrayant. Le thème de l'édition 2025 était « Culture malienne, unité dans la diversité », une thématique qui vise à promouvoir la cohésion sociale à travers le patrimoine culturel. Des membres du gouvernement, des diplomates, des représentants du CNT, tous sont venus apporter leur soutien au rayonnement de la culture malienne. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, était le parrain de cette édition. Le reportage de Bemba Sibi. Le Mali culturel, culinaire et folklorique a été célébré au bal de costume traditionnel de l'ORTM édition 2025. D'abord par la musique, la diversité des instruments qui distillent une mélodie illustre la diversité dans l'unité au Mali et dans l'espace AES. Ensuite, la mode à travers un défilé qui met la lumière sur le savoir-faire de nos stylistes, des tissus du terroir avec une touche de modernité. Et enfin, par le savoir-faire culinaire du Mali et des autres pays de l'AES. Des mets comme le udula, fari ont été revisités par les mains expertes de nos chefs cuisiniers. Cette soirée culturelle et artistique se tient dans un contexte de sursaut national après que le président de la transition ait décrété 2025 année de la culture. En tant que service public, c'est notre mission aussi de rassembler tous les Maliens autour de notre culture. Et cette année, avec cette particularité décrétée par le président de la transition, nous avons invité les communautés de l'AES, du Niger, du Burkina Faso qui nous accompagnent aujourd'hui au niveau de la danse traditionnelle, mais également au niveau de la lutte. Nous avons invité aussi d'autres communautés qui vivent parmi nous. Donc c'est pour dire que cette année, c'est vraiment un cachet particulier. Vous avez vu le public qui a fait le déplacement. Le thème, c'est la culture malienne, l'unité dans la diversité. Nous sommes multiculturels, et ça se dit, ça se répète, mais ce qui nous unit, c'est également cette culture. C'est ce qui fait le Mali pluriel et c'est ce que nous voulons magnifier à travers cet événement de façon
permanente et avec justement toujours ce cachet particulier, ce décret du président de la transition, son excellence du général d'armée Assimi Goïta, qui a voulu que la culture soit le ciment pour unir tous les Maliens, les fils du Mali. Le bal de costume traditionnel, c'est surtout une invite à la valorisation de nos savoir-faire vestimentaires, culinaires et folkloriques. Toutes les régions sont représentées à travers leur savoir-faire, l'accoutrement, les mets et beaucoup d'autres choses. Cela dénote de la force du Malien dans la consolidation de vivre ensemble, son engagement pour la stabilité du pays. Le Mali est une grande famille. C'est pour cela que nous avons su surmonter tous les défis auxquels nous avons fait face depuis 2012. D'abord, une très bonne cérémonie. Je tiens d'abord à dire que j'ai été bien impressionné et je félicite les organisateurs et je félicite aussi nos artisans qui ont cousu et qui ont créé tous ces vestiments que vous voyez ici. Nous sommes dans une année que vous savez décrétée par le président comme année de la culture et donc nous les communicants de la République nous ne pouvons qu'être à l'avant-garde. Donc je félicite cette initiative de l'ORTM et je les encourage à continuer et j'encourage tous ceux qui sont dans la culture à vraiment honorer cette année de la culture pour vraiment mettre en œuvre la volonté du président de la transition et au profit de l'intérêt du peuple malien. Comme à l'accoutumée, l'artiste de l'année de la radio Chaîne 2 a été reconnu et primé. Cette année, les auditeurs ont porté leur choix majoritairement sur Begini Bagaga. Un trophée lui a été décerné par le ministre en charge de la communication. Elle est suivie de Soulbi, dont le trophée a été remis par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Oumou Salsek, qui a d'ailleurs été nommée la reine de la soirée, et Moussandaou, le roi. Ceci pour l'originalité de leur tenue. Le bal de costume traditionnel édition 2025 a tenu toutes ses promesses. Tout à fait, Bemba Sibi, un véritable brassage culturel. La gastronomie avec des mets très variés puisque la communauté AES était présente. Le fari, le thon, le poulet sumbala, le dunguri, le kilichi. Les visiteurs n'ont pas boudé ce plaisir qui leur était offert. Le reportage de Mariam Koulibaly. Plus qu'un moyen de subsistance, l'art culinaire malien demeure une véritable expression culturelle. Derrière chaque plat se trouve une histoire et une identité. On appelle ça kata chez nous. C'est à l'occasion des événements tels que les baptêmes et les cérémonies de mariage. Mais on le fait à base de la farine de blé. On préfère ça que le macaroni actuel. Ça, quand tu prépares aussi, moins d'huile et moins de condiments aussi. Et les condiments qu'on met, les épices qu'on met dedans aussi, c'est des épices aussi qui servent vraiment à soigner certaines maladies. On a le huidjila, et tout le monde connaît déjà. Ça aussi, c'est à la base de la farine. Et la sauce, c'est une sauce rouge qu'on a fait, appelle chez nous Almargamafi. J'ai goûté la première fois cette plat. C'est très bon. C'est très bon. Moi, j'aime le plat des Maliens. Comment Wudjoula, c'est très bon. Mais je peux préparer à la maison. De ces saveurs typiques des régions nord du Mali, nous nous retrouvons autour d'un plat millénaire par lequel se retrouvent plusieurs groupes ethniques du centre et du sud-ouest du pays. Il est présenté ici par l'une des cuisinières du jour. C'est les kabato maliens, généralement chez les Mianga. Ça, c'est poudre de baobab, du sumbala et d'atou. Ça digère bien, c'est bon pour la santé. D'autres plats à base de mil, comme le couscous, le laro, le nyanyankini, étaient également à ces rendez-vous culinaires où il serait difficile de ne pas parler du célèbre haricot utilisé pour faire divers mets comme le fari ou l'acra.
Ces aliments sont accompagnés des jus à base des produits locaux. Je suis venue acheter du couscous. Pourquoi le couscous? Bon, le couscous, c'est tout chez nous, les Soninké. Vraiment, c'est un très bon aliment. Un très très bon aliment. Voilà, et puis c'est bien riche. Et c'est fait à base du mil, surtout la sauce avec les feuilles de baobab. Et puis de la pâte d'arachide. Non, c'est très bon. On a jus de bissap, jus de tamarin, jus de baobab fait maison. C'est des trucs qui sont vitaminés déjà. Les repas traditionnels, et c'est les repas qui sont originaux, authentiques, sains et propres. Comme vous pouvez le constater, c'est tout le Mali qui était présent ici à travers ces repas traditionnels. Et ceux qui sont passés par là n'ont pas eu tort. Le bal de costumes traditionnels de l'ERTM ne se raconte pas, il se vit. Vous qui n'étiez pas là, vous n'avez rien raté car la caméra de nos reporters était dans les coins et recoins du CICB pour dénicher des accoutrements qui dépassent tout commentaire. Les coulisses de la soirée avec Awa Adaman Koulibaly. Ne riez surtout pas seul. Coloré, il l'était. Le bal de costumes traditionnels de l'ERTM édition 2025 est un voyage culturel. Chacun dans son accoutrement cherche à vendre l'image du Mali. Un coup d'œil suffit pour être gagné par l'originalité des styles, motifs et mouvements. Je suis habillé avec une tenue Bamana. Ça, c'est l'habillement des Bamana de Wondogo. Wondogo, c'est un peu dans la zone de sang. L'année passée, par exemple, je me suis habillé en Dogon. Et peut-être l'année prochaine, je vais m'habiller, je ne sais pas, en Sarakolé. Ni Borola me kumani Mali région Tchamaï. Colonisé fene. Bebodo. Presque Afrique Jamana Bay. Après l'accueil du roi Bamanan II, la scène nous transporte dans la Venise malienne, d'où nous vient Ramata, cousu d'or. Un petit tour des yeux et nous nous retrouvons nez à nez avec un guerrier touareg, coiffé de terrotte et armé de sabres. Traditionnellement, cet accoutrement, elle est propre d'abord au milieu touareg. Ça, c'est un turban généralement noir. Généralement, on le mélange avec du blanc pour que ça donne de l'harmonie. Alors, donc ici, la façon dont je l'ai attaché, c'est propre au guerrier. C'est un sabre. Alors, et ça symbolise aussi le signe du guerrier. Ni était cet événement, il ne sort pas. Heureusement pour notre jeune guerrier, il n'y a pas eu de conflit. Les fils du Mali sont unis comme un seul homme, à l'image des 3 sœurs Koulibaly. Si on part du Mali, ça part de la jeunesse en fait. Voilà, c'est à cause de ça, on est là, moi et mes sœurs, on a décidé de s'habiller comme ça pour représenter le Mali. Elles n'étaient pas les seules. On croise une autre qui opte pour la diversité. Je porte un pain tissé par des femmes d'Ogon à Badjangara. Voilà, j'en ai fait un boubou traditionnel avec la broderie chez les couturiers. Je porte des koris qui est le symbole de la richesse du Mali également. Mon bracelet est un bracelet de noix de balanite, Serenekolo. Et ça, c'est un sac à Touareg. Le code vestimentaire du bal des costumes traditionnels a été respecté. Ce fut un ensemble de tableaux vivants au CICB, une immersion dans le patrimoine culturel. Et oui, c'est ce qui fait la spécificité du Mali, berceau des grands empires. Et n'oubliez pas, il y a la partie lutte traditionnelle que nous allons retrouver tout à l'heure dans la page sport avec Koji Sibi. Le bureau malien du droit d'auteur célèbre ses sociétaires. Ils ont reçu des trophées et attestations, des vivres et l'orchestre Mystère Jazz de Tombouctou. La ville qui accueillera la Biennale a reçu du matériel de sonorisation, un devoir de reconnaissance pour service rendu à la nation. Cette édition a été placée sous le thème « Faisons de notre culture une source de créativité pour assurer le développement durable ». La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le reportage de Mohamed Naman Keita.
C'est sous le thème « Faisons de notre culture une source de créativité pour assurer le développement durable » que le Bureau malien du droit d'auteur, BUMDA, et les départements en charge de la culture ont organisé la 4e édition de la cérémonie d'action sociale et de reconnaissance. 2025 a été décrété au Mali année de la culture, un argument pour la commission d'organisation de revoir grand cet événement. Cette 4e édition se veut spécifique parce que marquée par l'année de la culture. C'est le lieu pour nous aussi de faire ce que nous pouvons, surtout nous les artistes, les créateurs. Il s'agit de faire de l'action sociale en faveur de nos sociétés. Des artistes qui ont hissé les drapeaux et qui continuent de hisser haut les drapeaux, tant au niveau national qu'à l'international. 40 créateurs artistiques et littéraires reçoivent chacun un sac de riz de 50 kg, un bidon d'huile alimentaire de 5 litres, un bélier et une enveloppe symbolique. C'est votre année. Et donc, que le BUMDA travaille depuis 4 ans pour distribuer, pour soutenir les artistes, les sociétaires, c'est une marque d'honneur, d'engagement et de solidarité. Et toute chose qui a été décrétée dans la lettre de cadrage du président du Mali, le général Assimi Goïta, qui nous a demandé d'aller vers la solidarité envers les couches sociales. Après les Kanagas de Mopti, Monoband de Bougouni, c'est à Mr Jazz de Tombouctou cette année que la commission a offert un orchestre. C'est un ouf de soulagement pour nous alors, de la région de Tombouctou parce que ça va nous permettre alors, de mieux préparer cette biennale alors qui est tant attendue par tous les Maliens. Cette 4e édition a été aussi l'occasion pour les organisateurs de décerner des attestations de reconnaissance à 5 auteurs, humoristes et autres éditeurs pour leur contribution dans le rayonnement de la culture malienne. Les partenaires des BUMDA ne sont pas restés en reste. Le Musée national accueille la 2e édition du Festival international Sogobo de Bamako, une initiative de l'association Compagnie Sogolo qui vise à participer au rayonnement de la culture à travers les masques et marionnettes. Le thème retenu est la culture, facteur de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique. Mariam Koulibaly pour plus de détails. C'est sous cette parade des Korodouka que la 2e édition du Festival international Sogobo de Bamako donne son ton. L'événement initié par l'artiste Yaya Koulibaly s'inscrit dans la logique de la concrétisation de plus de 40 années d'expérience de pratique de l'art des masques et marionnettes. Ce festival n'est qu'une réponse de l'importance du rôle des masques et des marionnettes qui jouent dans la société bamana. À un certain moment de notre évolution, on voit que les jeunes ont besoin de se confier, mais à qui ? Génériquement, on sait que l'éducation d'un pays se repose sur l'économie, mais l'économie de tout pays se repose sur la culture. En perdant notre culture, nous perdons notre identité. Le programme établi sur 5 jours sera meublé entre autres par des masterclass, des conférences et une exposition des masques et marionnettes au musée national intitulée Ankabin. Une vision qui cadre bien avec le projet Mali Culture 2025. Vivre le festival des masques et marionnettes, c'est vivre l'unité dans la diversité culturelle. C'est vivre également les mécanismes endogènes de prévention et de règlement de conflits, mais surtout contribuer au développement socio-économique de notre pays. D'où le thème de la présente édition, la culture, facteur de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique. Une visite des stands des exposants de produits locaux présents sur le site a mis fin à la cérémonie, agrémentée par des prestations artistiques.
Au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, à la tête d'une forte délégation, était à Gao pour présenter les condoléances des plus hautes autorités à la famille de l'imam de la mosquée des Askia, appelé Tombeau des Askia. Il est décédé le 18 mai dernier à Gao. Le commentaire de Aliou Idrissa Meiga. En se rendant dans la cité des Askia, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, voulait présenter au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et au nom de toute la nation, les condoléances les plus attristées à la famille et à l'ensemble de la population de Gao pour la disparition de Moussa Aliou Haïdara, imam de la mosquée des Askia. Je suis là au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour présenter à son nom et au nom du peuple malien les condoléances les plus attristées. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix, qu'Allah le Tout-Puissant puisse l'accueillir dans son paradis éternel. L'imam est parti, mais l'imam est avec nous. Les conseils qu'il nous a donnés continueront à nous guider dans tout ce que nous allons entreprendre pour ce grand Maliba. Le moment était opportun pour le ministre Kamara de transmettre le message de félicitations et de remerciements du président de la transition à la population de Gao pour tout ce qu'elle fait pour le Mali. Le président Goïta m'a demandé de remercier et de féliciter et encourager les gens de Gao. Tout ce que Gao est en train de faire pour le Mali, il est au courant. Donc il m'a demandé une fois sur place de vous transmettre ses félicitations et ses encouragements. Hier, j'étais à Kidal. J'étais porteur d'un message de paix. Un message pour rassembler les Maliens. Le président Goïta l'a dit, la main reste tendue à tous les Maliens. Le linge sale se lavera en famille et trouvons des solutions maliennes aux problèmes maliens. La famille du défunt et les représentants de la société civile de Gao ont été remerciés à leur tour le ministre Kamara et sa délégation pour ce déplacement effectué à Gao avant de lui notifier leur engagement pour la cause du Mali. La délégation conjointe PAM, commissariat à la sécurité alimentaire, en visite à Tombouctou, a visité quelques réalisations des femmes. Ces dernières font le maraîchage et sont confrontées à des difficultés auxquelles la délégation dit prendre bonne note et s'est engagée à apporter des réponses urgentes pour l'autonomisation des femmes. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Cette mission conjointe visait à apprécier l'efficacité des interventions, identifier les défis opérationnels et renforcer la coordination des efforts humanitaires dans un contexte toujours marqué par des défis budgétaires, sécuritaires et socio-économiques. La visite du jardin maraîcher de 12 hectares de Hariboro visait à évaluer les défis auxquels les 150 exploitants sont confrontés. Ces champs constituent notre source de revenus. Nous avons vraiment besoin d'eau pour qu'on puisse les exploiter et faire vivre nos familles. On gagne tout dans ces champs. C'est seulement ces 3 dernières années qu'on est confronté à ces problèmes qui nous a profondément touchés. Les échanges ont permis aux visiteurs de se rendre compte des réalités et proposer des solutions. Pour le PAM, il s'agit d'œuvrer pour l'autonomisation de ces maraîchers. Je crois que notre programme reflète bien ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons d'abord à répondre aux besoins urgents à travers des distributions gratuites. Les besoins sont là, les communautés, les bénéficiaires nous l'ont dit, et aussi trouver des moyens d'introduire de la résilience pour qu'il y ait une autonomisation progressive. S'il y a besoin de faire des ajustements, des réajustements, on les apportera. Et il est ressorti au cours de ces discussions, en ce qui concerne en tout cas les distributions faites par l'État, qu'il faille tenir compte désormais
des habitudes alimentaires, étant donné que l'année dernière, je pense que dans le cadre de nos distributions par endroit, dans certains cercles, du maïs a été distribué ici, alors que cette céréale ne fait pas partie des habitudes alimentaires régionales. Nous sommes contents d'avoir rencontré les femmes et les hommes qui exploitent ces périmètres, discuter en profondeur, de long enrage avec elles sur les difficultés qu'elles connaissent et nous avons particulièrement insisté sur la nécessité pour elles de se rendre autonomes. À l'école des déficients auditifs, le PAM appuie la cantine pour permettre aux 85 auditeurs de suivre régulièrement les cours. À Bajangara, le programme alimentaire mondial PAM et l'association malienne d'éveil au développement durable s'engagent à apporter assistance à plus de 13 000 personnes dans le besoin. Ils ont rencontré le gouverneur de la région de Bajangara pour échanger sur le plan de riposte. Le reportage de Agibou Koulibaly. Au cours de cette rencontre stratégique, les partenaires techniques, les représentants des communautés locales se sont réunis pour une priorisation participative des villages les plus vulnérables. Prenant la parole, le chef de projet a insisté sur la nécessité d'une synergie d'action pour une meilleure efficacité. On a pu travailler l'année dernière ensemble, avoir beaucoup de résultats. Et cette année encore, on va entamer ce projet pour ensuite avoir aussi des résultats cette année encore. Ahmed reste toujours disponible à l'accompagnement des communautés, notamment les communautés vulnérables, et en compagnie de PAM. Pour sa part, le chargé de programme a souligné l'importance de la transparence et de l'inclusivité dans la sélection des bénéficiaires. Le projet accompagnera 13 237 personnes. Pour atteindre ces objectifs, les activités porteront notamment sur le ciblage des bénéficiaires, les ménages, les enfants, les FIFA, les organisations paysannes, l'enregistrement de ces ménages aussi sur une plateforme, et l'aménagement des pistes rurales, le renforcement des capacités des acteurs, la construction et équipement des champs froids de conservation des produits maraîchers, magasins de stockage des céréales, conservation des produits céréaliers, des activités de cantines scolaires et de nutrition. Le gouverneur de région a salué cette initiative conjointe du PAM et de Ahmed, qu'il a qualifiée de bouffée d'oxygène pour les populations durement frappées par la crise sécuritaire et alimentaire. Je suis convaincu que ce projet aura un impact significatif dans la région de Bajangara et spécifiquement sur nos communautés locales vulnérables en termes économiques, mais aussi sociaux, environnementaux durables. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur où chacun aura accès aux moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins fondamentaux, tout en préservant notre environnement précieux. Je félicite l'ONG Ahmed et son partenaire PAM pour ces efforts de développement au Mali en général et dans la région de Bajangara en particulier. La mise en œuvre de ce projet permettra l'intégration des technologies climato-intelligentes tout en favorisant l'approvisionnement en aliments à haute valeur nutritive. Il couvre les communes de Kindé et de Barassara. L'association AFLED Mali renforce les capacités des jeunes sur la citoyenneté et le développement durable. C'est ainsi que les pépinières du district de Bamako ont été formées et dotées d'un plan d'action. Le point avec Maïmouna Guindo et Sambou Diakité. Dans une salle pleine d'échanges d'idées et de projets ambitieux, les voix des jeunes leaders du district de Bamako se sont levées pour bâtir l'avenir. Réunis autour d'un même objectif, structurer l'action locale et faire entendre leurs priorités, les membres des pépinières citoyennes ont franchi une étape décisive sous l'impulsion d'AFLED Mali. Cette pépinière qui a été mise en place depuis 2019 dans le cadre du projet VLF Moussoya. Donc de 2019 jusqu'à maintenant, donc on les a réunis pour les former sur le leadership et aussi pouvoir les évaluer, ensuite faire un coaching sur l'équipe, le renforcement d'équipe. Cette session a marqué le point de départ d'un processus ambitieux, à savoir doter chaque commune d'un plan d'action clair, participatif et porteur de changement pour les communautés locales. On leur a demandé de faire des plans d'action et chaque commune a présenté le plan d'action qu'il a eu à faire, c'est-à-dire dans les jours à venir. On va les évaluer par rapport à ce plan d'action-là, ce qu'ils veulent faire comme activité pour qu'il y ait un changement de comportement dans leur communauté. La commune 3 a eu comme plan d'action 3 axes.
D'abord, côté formation sur le civisme et la citoyenneté, côté sensibilisation sur la délinquance juvénile et l'assainissement. Avec la validation de ces plans d'action, les pépinières du district de Bamako disposent désormais d'une feuille de route claire pour agir concrètement dans leur commune. Grâce à l'appui d'Afled Mali, ces jeunes des structures citoyennes entendent transformer les idées d'aujourd'hui en solutions durables pour demain. Dissolution des partis politiques. Les séances d'information se poursuivent avec les forces vives à l'intérieur du pays. L'exercice s'est déroulé au gouvernorat de Kidal en présence de notre reporter Idrissa Djibrila Meiga. Les forces vives de Kidal sont appelées à mieux comprendre le bien fondé de la dissolution des partis politiques et associations à caractère politique. La décision de dissoudre les partis politiques et les organisations à caractère politique est légitime, car ça fait partie des recommandations majeures pendant la consultation des forces vives au niveau national, régional, national et aussi international. La dissolution des partis politiques est loin de porter atteinte à la démocratie et au multipartisme. Les plus hautes autorités ont organisé les assises nationales de la refondation qui ont fait un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la révision de la charte des partis politiques, n'est-ce pas? Et parmi lesquels aussi, on a demandé la réduction des partis politiques. Et par la suite, les uns et les autres, des correspondants ont été adressés aux partis politiques, aux organisations de la société civile, qui, dans leurs réponses, n'ont pas été précis pour atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi est intervenue la dissolution des partis politiques. Pour rappel, depuis 1960 à nos jours, l'État du Mali est secoué par des crises sécuritaires et institutionnelles. Le grand format de cette édition, la mare sacrée de Kola, rejette les tissus noirs et autres objets. La pêche est effectuée une seule fois par an dans cette mare de Kola, localité située à quelques kilomètres de la ville de Bougouni. Les poissons comme les silures, les carpes y sont capturés lors d'une pêche collective appelée Blamo qui réunit ressortissants et résidents du village. Les pêcheurs du jour ne doivent pas porter des tissus noirs, des bracelets en argent ou en or, ni se battre selon une tradition respectée depuis des temps dans cette localité. Le RTM Bougouni nous fait découvrir les interdits et les avantages de cette fête culturelle, facteur de cohésion sociale. Agali Agissa, Abdul Karim Konate et Djibril Barayogo. Des centaines de personnes se retrouvent une fois par an autour de cette mare qui a priori semble à une prairie. Objectif, respecter une tradition consacrée à une pêche collective dans cette flaque d'eau située dans le village de Kola, à l'entrée de la ville de Bougouni, en provenance de Sikasso. La pêche collective est organisée une seule fois par an dans cette mare. Chacun est libre d'apporter avec lui les poissons qu'il a capturés. La plupart des vœux exprimés autour de cette mare sont exaucés. Par exemple, la femme qui a des difficultés de procréer, si elle exprime les besoins autour de cette mare, elle accouchera. Des personnes viennent régulièrement s'engager et généralement les vœux sont exaucés. C'est un lieu sacré pour les villageois. C'est aussi un lieu de rencontre pour la communion, la cohésion, l'entente et le vivre ensemble. La participation à cette capture de poissons impose la discipline et le respect des us et coutumes du village de Kola. Tout un cérémonial pour donner le ton à l'activité qu'on appelle Blamo, qui veut dire littéralement en français la pêche de la mare. Avant la pêche proprement dite, 3 groupes constitués des descendants de notre arrière-grand-père avancent à petits pas, juste au bord de la mare. Le reste de la foule les rejoint pour écouter les consignes des chefs des 3 groupes des chasseurs gardiens de la mare. Le chef des chasseurs ordonne ensuite aux enfants issus des groupes
d'envahir la mare et c'est cet assaut qui donne le ton à la pêche collective. Des règles qui semblent être bien respectées lors de la première partie de cette pêche, réservée uniquement aux hommes. Des poissons constitués en grande partie de silures ont été attrapés. La tradition veut que les hommes se retirent et reviennent quelques minutes, et cette fois-ci avec les femmes. Le constat est amer car miraculeusement aucun poisson n'est sorti de la mare lors de cette deuxième partie de la pêche. C'est la déception totale. C'est la déception totale. Nous n'avons pas capturé des poissons. Nous avons laissé nos travaux ménagers à cause de cette pêche, mais rien. Les hommes sont rentrés dans la mare une première fois. Ils ont capturé des poissons. Mais quand les femmes se sont associées, les poissons ont disparu. Certainement, des femmes ont violé les règles. Ce sont les femmes qui ont tout gâté. On leur a demandé de ne pas porter des habits noirs. Vous voyez, même cette bague en argent fait partie des totems de la mare. Les poissons à écailles comme les carpes appartiennent aux chasseurs protecteurs de la mer. Il est interdit à toute personne non membre de cette confrérie de consommer ces espèces de poissons capturés dans la mare. Outre l'approvisionnement en poissons, cet événement culturel permet de renforcer le lien entre les fils du terroir. C'est aussi un jour de retrouvailles. On peut se faire de nouvelles connaissances et retrouver des amis de longue date ou des parents. La pêche, c'est une seule fois dans l'année. Les personnes qui tenteront d'aller à l'encontre de la tradition seront sanctionnées. Cette pratique ancestrale, ancrée dans les us et coutumes du village de Kola, peut également contribuer à la lutte contre la malnutrition et au développement économique. Les captures aussi, et vu le point nutritionnel, ça apporte beaucoup de choses à la population. L'impact économique, c'est que les silures là, à l'état fumé, on peut les vendre jusqu'à 3500, 4000 les kilos. En plus de la pêche, il faut d'autres services et impliquer d'autres services pour que l'aménagement de cette mare puisse être fait et apporter beaucoup de choses. Parce qu'une fois aménagé, on pourra avoir plus de choses, plus de poissons là-dedans. La pêche collective de 2025 se déroulait ce mercredi 30 avril avec la même ferveur des années précédentes. Ce qui prouve à suffisance l'attachement de la population à cette culture qui date des siècles. D'ici le rendez-vous de 2026, la mare restera tranquille car aucune activité ne peut être menée sur cet étang sans la permission des chasseurs ou légitimité traditionnelle du village de Kola, selon les gardiens de la tradition. Et c'est l'heure du sport dans cette édition. Nous recevons naturellement Koji Sibi. Bonsoir. Bonsoir Awama, bonsoir à tous. Alors Koji Sibi, vous êtes un amoureux de la petite reine, le cyclisme évidemment? Tout à fait, bien sûr. Et le Tour cyclisme international du Togo a pris fin hier avec le sacre des aigles cyclistes du Mali. Oui, les aigles qui conservent donc la couronne. Avec le maillot jaune sur les épaules de Sidiki Diarra, vous allez voir les images bien évidemment. En plus, le Mali est leader du classement par points à travers Tchamogo Diamoutene. Le même Tchamogo Diamoutene est titulaire du maillot de meilleur jeune. Le Mali est deuxième au classement général par équipe derrière le Burkina Faso. C'est donc un tour cycliste réussi par les aigles. Après le forfait du capitaine Yaya Diallo, ils sont 3 dans le top 10 du classement général. Sidiki Diarra est premier, suivi de Tchamogo Diamoutene deuxième. Le jeune Djandouba Diallo est 9e. Fidel Cissé est 18e et Daouda Djiré est donc 21e au classement. On peut dire tout simplement Awama, bravo aux aigles cyclistes du Mali qui ont donc survolé ce tour du Togo. Et nous changeons de discipline pour parler football. Les aigles footballeuses se sont qualifiées hier pour les demi-finales du tournoi UFOA après 2 victoires. Oui, après une première victoire 5-0 au dépens
du pays hôte, la Mauritanie. Les joueuses du Mali ont assuré leur qualification pour les demi-finales hier en battant la Guinée-Bissau par le score de 4-1. Les détails avec Awa Kamisoko. Les Aigles dames du Mali ont parfaitement réussi leur début de compétition en se qualifiant pour les demi-finales du tournoi Women Cup de la zone IFOA A en battant hier la Guinée-Bissau 4-1 au compte du deuxième match de poule. Les buteuses maliennes sont Omukone 23e, 48e, 61e minute et Aguisha Diarra 39e minute. Grâce à cette brillante victoire, le Mali avec 6 points occupe la tête du groupe A. L'attaquant des Aigles dames, Omukone, auteur d'un triplé et d'un match extraordinaire, a été désigné par les experts de la commission d'organisation du tournoi Women Cup. Femme du match de la rencontre Guinée-Bissau-Mali. Pour le compte de la troisième et dernière journée, le Mali affrontera le Libéria demain lundi 26 mai 2025 au Stade Sarr à partir de 16h. Organisée en Mauritanie du 22 au 30 mai, cette édition de la Coupe IFOA A féminine regroupe 8 sélections d'Afrique de l'Ouest, avec à la clé une précieuse visibilité pour le football féminin dans la sous-région. Avec un démarrage prometteur et un calendrier favorable, les femmes du Mali affichent clairement leurs ambitions dans la sous-région comme des guerrières prêtes à conquérir le terrain. À noter que cette compétition est une bonne occasion pour l'équipe nationale dames de préparer la phase finale de la CAN prévue au Maroc dans un mois. Voilà, justement, ce tournoi IFOA A des Nations prépare l'équipe nationale féminine pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue, comme on le disait tout à l'heure, au Maroc. Koji Sibi, nous reparlons de cet événement qui a marqué le week-end, le bal de costumes traditionnel. Vous venez de le suivre avec moi. Il y avait un monde impressionnant et ce qui vous a surtout intéressé, c'est la lutte traditionnelle. Oui, c'est Souleymane Diatta du Mali qui est donc vainqueur du trophée de cette lutte traditionnelle. Il s'est imposé face au Nigérien Shoko Chara. Eh bien, 20 lutteurs de l'espace AES ont pris part à la compétition, dont 10 lutteurs du Mali, 5 du Burkina Faso et 5 du Niger. On fait le point avec Abdul Karim Kaba qui était à la soirée des luttes traditionnelles. Mali, Souleymane Diatta a été renvoyé. Souleymane Diatta est le Balamba, c'est-à-dire le champion 2025 de la lutte du bal de costume traditionnel de l'ORTM. Il a battu Shoko Chara du Niger. Cette finale a été âprement disputée. Shoko Saro, laisse les pilotes. Souleymane Diatta est champion. Il gagne devant Shoko Charo du Niger. Mukafoli Malem Belajele. Wa komai. Voilà. Agara sese ko ordre la senda. Ça a volé ordre Bagara Belajele. Ani ba ne Niger ta finale là. Alhamdulillah yene zarchi. Kakuputa. Merci. Non, tous ces marchés, ça c'est la science. Tout ce qui est de jeu, donc je ne suis pas tu ne vas pas arracher. Ce que ça a passé, moi je laisse ta sous Abikité. Mon sens là c'est comme ça. Lui il m'a gagné Abiki Aboursuma. Le jour, il y a l'essence, moi-même je vais les tracer. Tu vois, en tout, 20 lutteurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont disputé 19 combats. On a assisté à des meilleurs combats. On a vu des prises vraiment tellement techniques et qui ambitionnent vraiment la lutte. On a vu le Niger s'est battu jusqu'en finale. Et le Burkina, vraiment, chacun a fait de son mieux. Et nous sommes très contents au nom de la fédération. Je remercie la direction générale de l'ORTM qui nous a permis aujourd'hui de faire des compétitions AES en prélude de notre compétition qui est en vie, qui est prévue du 21 au 28 juin à Bamako ici. Il y a eu aussi la démonstration des dames. Comme chaque année, l'arène de la lutte draine beaucoup de monde et l'édition 2025 n'a pas fait exception à la règle. Voilà, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs ce lundi soir pour beaucoup plus de nouvelles dans l'émission Score. Merci bien Koji Sibi pour toutes ces précisions. Et cette triste nouvelle, l'artiste comédien Nouhoum Sissé
surnommé Banyengo, est décédé ce samedi 24 mai 2025 à Bamako, à 68 ans. Ses obsèques se sont déroulées cet après-midi chez lui à Kalabankoro. Son départ soudain laisse un grand vide dans le domaine du 7e art. Nouhoum Cissé était un artiste talentueux qui aura beaucoup contribué au rayonnement de la culture malienne. Banyengo était tout simplement une figure emblématique du divertissement au Mali, dont le rire et le talent ont marqué plusieurs générations. Que son âme repose en paix. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos forces de défense et de sécurité à Bagounou, Guiré, Guénébé et Goumbou. C'est dans la région de Nara. Bonsoir.